connaissez ce décor, ce lieu, cet endroit, c'est le vôtre, c'est aussi le sien, c'est Fenech Security Talk. Soyez les bienvenus ici même en compagnie de celui qui vous reçoit, Georges Fenech, pour cette nouvelle année. Georges, tout d'abord, tous mes voeux, heureux et chaleureux pour 2026, déjà pour commencer. Également, cher Jérôme. Merci. Et pour ceux qui nous regardent, eh bien, on vous retrouvera encore pour 2026, ici même, dans cette émission. Avec grand plaisir. Portant votre nom, Fenech Security Talk. Alors, on va recevoir quelqu'un aujourd'hui. D'abord, si je vous donnais peut-être plutôt la thématique, ça va vous donner un ordre d'idée. On va se poser la question. Ils vont se poser la question tous les deux. Doit-on s'inquiéter de la résurgence des États-puissances? Alors, pour en parler, qui mieux que quelqu'un qui est grand reporter, spécialiste des zones de conflit et de grand équilibre géopolitique, ancien directeur adjoint de Paris Match, directeur d'Omerta, c'est M. Régis Le Sommier. Soyez bienvenus et bonne année. Merci, bonne année à vous aussi et à nos auditeurs aussi, qu'elles portent tous leurs vœux possibles, imaginables, de bonheur, etc. Et surtout la paix cette année. C'est ça qu'on a. Alors, c'est là où la raison pour laquelle Georges a souhaité que vous soyez présent, parce que la paix, oui, vous qui avez couvert de nombreux théâtres de guerre, vous êtes un fin observateur depuis des années de la recomposition, des rapports de force, je dirais, entre les puissances. J'ai donné cette thématique, j'allais dire, on assiste à un retour peut-être assumé de la logique de puissance ou pas? Retour qui existe, à mon sens, depuis, qui a été, on va dire, mis en perspective depuis de nombreuses années. Moi, personnellement, je reste, de par mon expérience, grandement marqué par l'affaire de la guerre en Irak. En fait, si vous voulez, j'ai commencé ma carrière plus précisément dans la foulée du 11 septembre, avec l'Irak et l'Afghanistan, donc les guerres américaines, on va dire. Et déjà, à l'époque de l'Irak, je trouvais qu'il y avait... on va dire, une narration qui avait pris le dessus peut-être sur la raison à l'époque, en dehors des Français qui s'y sont opposés. On se souvient du discours magistral de Dominique de Villepin, et puis de l'action de Jacques Chirac, qui avait placé la France, on va dire, peut-être du côté de la raison à l'époque, alors que l'Amérique s'aventurait dans une guerre où, et je vais citer un grand diplomate libanais qui s'appelle Rassam Salamé, qui, au début de la guerre en Ukraine, avait écrit un papier dans Le Monde où il disait la guerre en Ukraine est une conséquence lointaine, mais une conséquence quand même de la guerre en Irak, où s'est produit ce qu'il appelait la dérégulation de la force. Dérégulation de la force, c'est-à-dire que les États-Unis, puissance mondiale, qui à l'époque, on va dire, super gendarme, intervenait, alors tout n'était pas parfait, il y avait eu quand même des choses dans l'histoire américaine parfaitement contestables, des coups d'État encouragés, Pinochet, la guerre du Vietnam, etc. Mais si vous voulez, on était arrivé à un moment où les États-Unis représentaient en gros, on va dire, le camp occidental qui intervenait pour des prétextes, bon, on va dire, pour aller dans le sens de l'histoire, on va dire, voilà. Et que, à partir du moment où ils interviennent en Irak sous des prétextes fallacieux, ils déclenchent une guerre illégale pour lutter contre des armes de destruction massive qui n'existaient pas, et un Saddam Hussein qui n'avait aucun rapport avec Al-Qaïda ou avec Ben Laden, donc avec ceux qui avaient fait le 11 septembre, eh bien, Rassam Salamé explique qu'ils deviennent un État voyou. Et que du coup, l'Iran, la Turquie, la Russie, se dit, mais ils s'affranchissent des règles internationales, pourquoi devrions-nous nous y soumettre? Et cette situation nouvelle s'est encore aggravée récemment avec l'intervention des États-Unis, enfin Donald Trump au Venezuela, ce qui va sans doute décomplexer la Chine vis-à-vis de Taïwan, la Russie dans le conflit ukrainien, etc. D'où cette émission que nous consacrons aujourd'hui. Est-ce qu'on peut craindre de nouvelles menaces au niveau de l'ordre mondial, mais qui auraient des répercussions, évidemment, chez nous? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit être inquiet de ce qui se passe dans le monde et est-ce qu'on doit prendre des mesures particulières? Alors, ce qui est assez terrible, c'est qu'on est... D'abord, on a un personnel politique, il faut regarder les choses en face, qui a passé 40 ans, pour prendre le cas de la France spécifiquement, à désarmer le pays. Les budgets de l'armée n'ont fait que, on va dire, au minimum stagner, voire ont été réduits depuis 40 ans.
Donc les mêmes personnes qui sont toujours au pouvoir au vu du changement avec l'arrivée de Donald Trump et de la volte-face opérée par les Américains, mais encore que cette volte-face, elle était prévisible. Souvenez-vous l'affaire du contrat d'armement des sous-marins australiens, la façon dont les Américains ont de nous traiter parfois. Disons qu'on n'a pas pris la mesure de l'époque peut-être, et on s'est laissé, et je pense qu'en Europe, parce qu'il ne faut pas prendre que la France, mais quand vous avez un pays comme l'Allemagne, qui pendant des années a réussi son modèle économique, son modèle financier, a basé ce modèle sur un triptyque qui était subordonner la sécurité aux Américains. On la laisse aux Américains, c'est eux. On n'a pas besoin d'armée. En fait, il y a une armée allemande, mais en fait, elle est résiduelle. Les hydrocarbures pas chers, le gaz à pas cher russe et le marché chinois. Et on est tranquille, on exporte en Chine, l'Allemagne étant un des plus gros exportateurs. Et du coup, ce modèle allemand, évidemment, avec la guerre en Ukraine, a été totalement remis en question. Mais on s'est un peu reposé sur nos lauriers, nous, Européens. Nous, Français, on a quand même une différence. On a une dissuasion nucléaire, on a une armée conséquente, même si elle n'est pas suffisamment, on va dire, elle n'est pas prête à des défis comme des guerres de haute intensité comme l'Ukraine. Il faut regarder là aussi les choses. Mais si vous voulez, on est un peu plus préparé. On a cette survivance du gaullisme, de ce qu'a souhaité le général de Gaulle, de l'indépendance française, de la force française qui existe encore, même si tout ça a été renié au fil des ans. Et puis là, brusquement, vous l'avez noté, Georges, l'affaire Maduro, tout à coup, nous fait basculer dans une autre dimension, peut-être accompagnée bientôt par l'histoire du Groenland, où là, les États-Unis vont prendre un territoire, vont coloniser un territoire, ce qui est quand même absolument incroyable, qui appartient à l'Europe. Et donc ça, c'est un défi. Donc, qui nous concerne. Voilà. Alors, à vous écouter tous les deux, je ne sais pas pour celles et ceux qui nous regardent, si vous vous souvenez de ce jeu, j'y jouais beaucoup quand j'étais plus jeune, qui s'appelait Risk. Oui. Où on pouvait... bon, alors, quand vous dites acquérir un territoire, c'était un jeu, donc on pouvait acquérir le territoire. Par rapport à ce que, Georges, la question que vous posiez tout à l'heure, les risques, les rapports de force, vous également, parce que ça m'intéresse, dans Fenech Security Talk, d'avoir votre regard, vous, l'ancien député, le magistrat. Moi, je vais vous dire, je suis inquiet. Je suis inquiet par le discours, d'abord, du président de la République, qui est un discours va-t-en-guerre déjà depuis un certain temps. Et là, ça se traduit maintenant par le probable envoi d'une expédition de nos soldats sur la ligne de front, ou en tout cas en Ukraine, avec une réponse immédiate de Poutine. Tout soldat qui sera sur le territoire ukrainien sera considéré comme une cible. Donc on est dans un engrenage et on avance comme le somnambule, on se souvient de la formule, et on ne sait pas où cela peut nous mener. C'est pour ça que moi, je suis extrêmement inquiet. Un SEMA, le chef d'état-major de nos armées, qui nous dit il faudra sacrifier nos enfants, quand même nouveau comme discours. Un secrétaire général de l'ONU qui nous dit aussi il faut s'attendre à des conflits majeurs du type Seconde Guerre mondiale. Donc, est-ce que tout ça, c'est de la surenchère verbale ou est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux, quoi ? Alors, je pense que vous avez tout à fait raison. Ces discours nous placent... Mais ce qu'il y a de pire dans ces discours-là, c'est qu'en les prononçant, j'espère au moins que ceux qui les prononcent sont conscients du fait que nous ne sommes pas prêts. Parce qu'au même moment où on prononce le fait qu'il va peut-être falloir sacrifier nos enfants, on nous explique que notre armée, elle sera à flot si on commence à la transformer d'ici 5, minimum 10 ans plutôt. Or, c'est tout de suite qu'il faudrait avoir une armée. Quand il y a eu l'affaire de 14-18, souhaite évidemment pas qu'on revoie ça le moindre du monde. Mais quand il y a eu 14-18, l'armée française était massive. Nous avions de quoi affronter les Allemands. Je ne dis pas que nous n'avions pas de quoi affronter les Russes, mais je note que nous avons des armées qui ont été d'abord une armée squelettique, avec des bons éléments, avec des forces spéciales, des unités d'élite qui sont extrêmement performantes, mais des capacités de déploiement dans l'armée de l'air notamment. On est capable de se projeter, ce que peu de nations savent faire. Une opération comme celle qui avait été conduite sur la Syrie il y a quelques années, qui s'appelait l'opération Hamilton, c'était se projeter en Syrie depuis des bases en France. On est capable de faire des choses militairement, mais on est habitué, et ça aussi parce qu'on n'a pas su penser peut-être, encore que le général Burkhardt avait averti
à l'époque où il était chef d'état-major des armées, de la possibilité des guerres de haute intensité. Tout le monde le regardait en disant « il radote avec ses guerres de haute intensité ». Paf, il y a eu l'Ukraine. Et là, ça devrait être pour nous, au lieu de faire des surenchères verbales, on devrait dire « écoutez, on va y mettre la main au collier et on va se réarmer consciencieusement, en s'adaptant, on va dire, prenant en compte l'intelligence artificielle, les drones, tous les éléments qui sont en train de transformer les guerres modernes. Il faut qu'on s'adapte. Nous avons et constaté en premier lieu que nous avons combattu depuis 20 ans des guerres asymétriques, voire des opérations de police, nous avons affronté des guérillas et non pas le type de guerre auquel nous faisons face aujourd'hui, enfin en tout cas les Ukrainiens font face aux Russes, c'est-à-dire des guerres effectivement qui ressemblent à celles de la Première Guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Dans cette menace précise sur laquelle on peut s'interroger quand le président de la République, voire d'autres chefs de gouvernement européens d'ailleurs, nous disent les Russes sont sur le point d'attaquer les territoires européens, la Moldavie, etc. Donc il faut se préparer, il faut se préparer. Une espèce de guerre préventive à une guerre putative, je dirais. Oui. Parce que pour l'instant, donc on nous dit Poutine va nous attaquer. On nous répète ça matin, midi et soir. Et Poutine dit mais si vous voulez, nous on est prêts. Hein. Si vous voulez une guerre, on est prêts à la faire. Oui, donc on est dans un jeu. On est dans un jeu de dupes. Mais pour autant, est-ce qu'on n'est pas dans cette surenchère en train de créer cette escalade qui peut, à un moment ou à un autre, dégénérer, c'est ça toute la. Mais je pense qu'en effet, il y a le risque de l'engrenage. C'est ça. J'ai évoqué 14-18, vous avez évoqué la tribune d'Henri Guénaud au début de la guerre en Ukraine. Le somnambule, qui était un titre, Nous marchons vers la guerre comme des somnambules, qui était le titre d'un historien australien dans un de ses livres sur la Première Guerre mondiale, justement. La Première Guerre mondiale est une série d'engrenages qui mènent à un affrontement général globalisé en Europe, qui commence avec l'assassinat Sarajevo, d'un obscur archiduc dans une ville que personne ne connaissait, et ça va prendre un petit moment. L'été, une partie de l'été va se mettre en place. Les gens, en plus, il faisait beau, on n'était pas du tout à fait à la guerre. Et tout à coup, la voilà qui arrive. Donc c'est ça le problème, c'est qu'avec des mots, parfois ça peut se transformer en actes et on peut aller plus loin. Toujours plus loin dans l'escalade. Moi, je trouve que le problème qu'on a en France aussi, c'est qu'on a des défis internes qui sont colossaux, les problématiques de sécurité, d'immigration, de narcotrafic, qui sont en train vraiment de pourrir. Le budget, parce que ça, on n'est même pas... voilà. Mais, et on est face à des acteurs, je ne dis pas qu'ils n'ont pas ces problèmes-là en interne, mais on va dire qu'ils sont... Aujourd'hui, depuis 3 ans, si on prend la Russie, si c'est elle qu'on doit affronter, quand même un pays, alors on nous dit oui, ils ont le PIB de l'Espagne. Certes, enfin ça fait 3 ans qu'ils combattent et 3 ans que leur société, quelque part, est tournée vers ça. 3 ans que leur industrie est tournée vers ça. 3 ans qui, comme les Ukrainiens, alors nous on peut prendre modèle sur les Ukrainiens, vous savez, souvent j'entends des hommes politiques par exemple, nous allons accélérer la formation des Ukrainiens. Moi j'espère que c'est les Ukrainiens qui vont nous former. Parce que l'expérience qu'ils ont, nous ne l'avons pas. En matière de drones, etc. Exactement. Mais c'est aujourd'hui, le fondement de la guerre, il est là. Alors, messieurs, est-ce que, j'ai compris, la France va avoir un rôle, on va dire, un peu singulier sur la puissance militaire au moment où on se parle, pour le moment. Néanmoins, de par son histoire, ne peut-elle pas avoir un rôle sur le plan diplomatique et de l'influence? Ça, je connais la réponse de Régis, je pense qu'elle est la même que la mienne, savoir que la parole de la France, c'est véritablement démonétisé, on peut dire, terriblement. Nous n'avons plus aucune parole sur le continent africain. Le Moyen-Orient, on n'a pas une autre mot à dire, c'est Trump qui est en train de régler le problème. En Ukraine, n'en parlons pas. Donc, quel est le rôle d'influence de la France aujourd'hui ? Quand on voit que sur d'autres sujets, comme par exemple le Mercosur, pour reprendre cet exemple, on nous dit on n'en veut pas, mais bon, on est obligé de se soumettre. Donc je ne crois pas qu'on ait encore, ce que je déplore, une influence réelle
dans l'ordre mondial, je ne crois pas. Non. Alors, en même temps, vous avez des En exemples. même temps, on est une puissance nucléaire, donc ça, il ne faut pas voilà, l'oublier. on reste une Et puissance un siège au nucléaire. Conseil de sécurité. Tout à fait. Donc, on a des atouts. On a des atouts en France. On a souvent tendance en France à être très pessimiste. Et puis, il faut regarder un peu autour de nous, avec des yeux on va dire, curieux et se laisser surprendre. Par exemple, regardez l'ascension d'un personnage comme Giorgia Meloni, la place qu'elle est en train de prendre, à la fois sur la zone méditerranéenne, l'action diplomatique qu'elle conduit au nom de l'Italie. Là, elle est en train de récupérer 2 Italiens qui étaient prisonniers des geôles de Maduro au Venezuela. Je ne dis pas que le Quai d'Orsay ne travaille pas pour libérer des otages que nous avons dans le reste du monde, mais si vous voulez, elle mène une diplomatie offensive. Elle a su se mettre bien avec Trump. Elle fait en gros une forme d'aller-retour entre l'Europe, qu'elle n'a pas quitté, contrairement à ce qu'avait dit Madame von der Leyen en disant attention, l'élection de Giorgia Meloni, elle avait même menacé l'Italie de sanctions si l'Italie prenait des positions hostiles à l'Europe, ce qui n'a pas été le cas. Vous avez un autre personnage encore plus incroyable, Viktor Orban, qui, du haut de ses 10 millions d'habitants, la Hongrie, c'est 10 millions d'habitants, 1,8% du PIB de l'ensemble de l'Union européenne, a une place très singulière, au point qu'on a imaginé il y a quelque temps de faire une rencontre entre Trump et Poutine à Budapest. Budapest, oui. Et vous avez donc ces pays-là qui, avec peu de moyens, une détermination affichée, des objectifs bien réels, arrivent à se placer et arrivent à être dans les négociations. Vous avez d'autres pays très intéressants qui parfois qui ne sont pas indemnes de tout reproche, comme la Turquie ou l'Arabie Saoudite, qui ont su devenir aussi des places de négociation. Le Qatar également, dans les négociations les plus difficiles. Le Qatar est intervenu pendant des années pour mettre un terme à la guerre en Afghanistan, en accueillant d'ailleurs des délégations talibanes et américaines. Il l'a fait également pour le Hamas, pour la raison de la présence des chefs du Hamas à Doha. C'était en raison des pressions américaines pour essayer de résoudre les problèmes à Gaza. Je parle de ça avant la guerre, bien avant la guerre. Ensuite, l'été dernier, vous évoquiez la question du Congo et de l'accord qui a été trouvé avec Trump. Il y a un des cessez-le-feu qui a été conclu entre le M23 et les FARDC, c'est-à-dire l'armée de la République du Congo. Eh bien, la République démocratique du Congo, pardon, s'est produit à Doha également. Donc vous avez ces centres de la diplomatie, ces pays qui jouent des cartes. Pourquoi la France ne jouerait-elle pas sa partition? Elle a toujours eu, je reprends les propos de Dominique de Villepin, qui dit la France doit être force de proposition. Ça a toujours été une puissance médiane, une puissance qui, même à l'époque du général de Gaulle, le général de Gaulle, c'était ni Trust ni Soviet. C'était presque un non-alignement que les Américains d'ailleurs les Américains lui ont beaucoup voulu à de Gaulle de vouloir gagner cette indépendance, cette force de dissuasion. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, il y a quand même un peu de Staline, il y a eu plein qui lui ont permis à la France d'être là. Mais la position singulière de la France, on peut la retrouver, je pense. Ça passe, à mon sens, par un changement à la tête de l'État. Parce que là, on est arrivé sur une période très douloureuse d'un président qui n'a plus vraiment d'adhésion, et qui ne fait justement que de s'engouffrer dans la brèche internationale, étant donné que c'est la seule qui lui reste. Peut-être, puisqu'on arrive au terme de notre émission, en termes de conclusion, ce qui est le plus d'actualité, le plus important en ce moment, c'est quand même la chute probable du régime Khamenei et de Hezbollah. On rappelle que vous avez été longtemps là-bas. Qui auront... J'ai fait quelques... Oui, non, mais vous avez été longtemps. Des reportages qui, si effectivement cette chute s'avère probable dans les prochains temps, ça aura des répercussions mondiales, parce que le Hezbollah, le Hamas vont perdre leur tutelle, leur puissance tutélaire, et il peut y avoir des répercussions aussi avec la Russie, bien entendu, qui a aussi des intérêts avec l'Iran. Donc quel est votre sentiment profond, vous qui connaissez parfaitement cette région du monde et ce système des mollahs, est-ce que vous croyez que vraiment il peut y avoir, avec le recours aujourd'hui à Reza Pahlavi, une chute qui peut s'annoncer? Et est-ce qu'elle est souhaitable d'ailleurs?
Je pense que oui. Il y a une chose qui est claire, c'est que, je vous donne juste un exemple, Georges, il y a 3 ans exactement, j'étais ici, dans ces locaux, pour faire je faisais un débat avec, en particulier Mona Jafarian et d'autres Iraniennes de l'exil, c'était à l'époque, je revenais de Téhéran, où j'avais pu constater la révolution des voiles, j'avais pu parler à des femmes, même clandestinement, parce que c'était très compliqué c'était un moment où, en plus, où ils prenaient des otages, donc le retour a été un petit peu compliqué. C'était voilà, mais j'étais venu pour en parler et on parlait déjà d'une chute dans les prochaines semaines. C'est vrai. C'était il y a 3 ans. Je pense que là, au point où on en est, il y a eu une répression terrible ce week-end en particulier. Je pense des centaines de morts, on ne sait pas exactement combien. Avec une utilisation aussi des images pour montrer que ça y est, ils sont en train de cadenasser la révolution. Oui, ou à l'inverse, c'est la fin. Je vous donne un exemple. Le ministre des Affaires étrangères iranien, Bassam Araghi, qui s'est rendu en voyage diplomatique à Beyrouth la semaine dernière. Vous aviez un tas de sites qui annonçaient qu'il avait fait défection et qu'il avait mis sa famille à l'abri à Beyrouth. Ce qui n'était pas vrai du tout. Mais l'idée étant de montrer que... Non, mais je vous explique que beaucoup de manipulations existent et que tant que, et je reviens toujours au même problème, tant que l'appareil sécuritaire iranien tient... Il y a quand même 2 éléments nouveaux par rapport à la crise d'il y a 3 ans. D'une part, cette fois-ci, la révolte en tout cas, est partie du bazar. Quand on sait que le bazar, c'est le poumon économique de l'Iran, plutôt conservateur, plutôt religieux, et qui, lui, est rentré en scène, et puis la menace de Trump derrière. Lui qui avait chassé le chat aussi, le bazar. C'est là que les troubles avaient commencé. Ça, c'est les éléments nouveaux. Il y a un élément de miroir, histoire incroyable. Vous ne croyez pas? Et Trump, c'est une révolution. Il y a Trump, d'accord, mais surtout, il y a une chose, moi j'ai fait un papier dans le JDD sur le début des émeutes, et on a titré la révolution des ventres vides. Et vous savez, Lénine disait, on ne fait pas la révolution quand les gens ne crèvent pas de faim. C'est une vérité. C'est-à-dire, quand on n'a plus rien à perdre, effectivement, on peut y aller, on n'a plus rien à perdre. La révolution des voiles, c'était pour des droits spécifiques aux femmes. Là, c'est parce qu'on n'a pas de quoi, effectivement. En l'occurrence, on ne peut plus manger, et le régime ne peut plus, en raison des sanctions et en raison de sa capacité à gouverner ou à son incapacité à fournir le minimum à sa population, le régime est dos au mur, voilà, d'une certaine façon. D'où, effectivement, vous avez raison, la plus grande probabilité qu'il chute. Mais ces émeutes n'ont pas encore atteint, on dira, ou alors elles sont comparables de celles de 2009, à l'époque d'Ahmadinejad, qui avait été réprimé dans le sang, avec les Bassidji. Alors vous savez, les Bassidji, moi je les ai vus à l'œuvre à Téhéran. J'ai eu un moment où j'étais dans la rue, donc en 2022. Je vois des motards, je me dis, les images me viennent, je me dis tiens, et je vois des étudiants qui commencent à se rassembler pour manifester. Des types en moto, 2 en moto, et je vois les Bassidji arriver, c'est-à-dire habillés, les milices habillées en marron, alors que les policiers étaient habillés d'une autre couleur, en bleu, donc habillés en marron, qui arrivent avec leurs petites motos. Ils ont des tonfas, vous savez, des matraques, mais ils ont aussi des fusils à pompe, directement. Voilà. Et ils tirent à balles réelles. Ils tirent à balles réelles. Là, je me suis dit, c'est pas pareil que chez nous, quoi. Il y a quand même quelque chose. Et il y a une habitude qui est très intéressant aussi. Je peux vous dire, j'en fais une petite parenthèse. Vous savez, les Iraniens se sont débrouillés pour brouiller Starlink, cette fois-ci, donc faire le blackout total de l'Internet. À l'époque, déjà, ils avaient des moyens assez importants. Je n'ai jamais vu dans d'autres pays. J'ai voyagé en Russie, j'ai voyagé dans des pays où l'Internet est contrôlé. Je n'ai jamais vu quelque chose comme l'Iran. À l'époque, il y avait des manifestations. Elles avaient lieu tous les soirs, à peu près à la même heure, autour de 17h, 18h. Vous aviez de l'Internet au début de la journée, et au fur et à mesure de la journée, tout se vidait. Les VPN aussi étaient contrôlés, alors que, par exemple, quand vous baladez à Moscou aujourd'hui, vous pouvez vous connecter et avoir votre WhatsApp en se branchant sur un VPN à l'extérieur. Vous pouvez le faire. En Iran, c'était le trou noir numérique à la fin de la journée. Je ne sais pas comment. Déjà, à l'époque, ils s'étaient débrouillés pour tout colmater, tout mettre sous cloche.
Aujourd'hui, ça fait 90 heures que l'Iran n'a pas d'Internet, quand même complètement dingue. Et Elon Musk, eh bien, croyait son joujou infaillible. Les Russes n'y sont pas arrivés à supprimer Starlink, qui a bénéficié beaucoup aux Ukrainiens au début du conflit. Les Russes ne sont pas arrivés, c'est peut-être une technologie chinoise, en tout cas c'est venu d'ailleurs, c'est certain. C'est venu d'ailleurs. En tous les cas, vous étiez bien chez Agora Manager Group et un de ces 5 médias, en l'occurrence à News Sécurité, Fennec Security Talk, pour ce premier opus de l'année 2026. Vous avez Internet, vous avez aussi l'occasion d'aller dans toutes les bonnes librairies. Vous trouverez le dernier ouvrage de notre invité ce jour, Régis Le Sommier, qui s'intitule « Qui est le diable ?» pour l'interrogation. L'autre ou l'Occident? C'est aux éditions Max Milo. Juste en un mot, vous donnez une ou des réponses? Je donne beaucoup de réponses, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec l'émergence de Trump, là, il faudrait le réécrire. Mon livre est d'autant plus pertinent, même si j'esquissais que les États-Unis n'étaient peut-être pas le grand frère qu'on s'est imaginé pendant des décennies et avec lequel nous avons grandi et que nous aimions. L'oncle Sam. Voilà, l'oncle Sam, voilà. Ce n'était peut-être pas le grand frère, celui qu'on surnommait l'oncle Sam. En tous les cas, lui, c'était bien celui qui vous a reçu. C'était Georges Fenech. Merci Georges. Merci. Pour cette nouvelle émission. On reste bien évidemment en contact. Il reste aussi en contact pour bientôt notre opus de Fennec Security Talk. Régis Le Sommier, merci beaucoup pour ces éclairages. Vous reviendrez parce que j'ai le sentiment qu'on est peut-être qu'un peu au début de quelque chose qui est en train de s'écrire. Un petit peu comme vous et nous écrivons depuis pas mal de temps maintenant. Nos rendez-vous, n'hésitez pas à aller vous balader sur A News Sécurité. À très vite.